RCF. Et la matinale se poursuit avec le dossier de la rédaction. C'est avec vous aujourd'hui, Grégoire Gindre. Bonjour. Bonjour Clara, bonjour à tous. Alors après la cyberattaque du centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonnes fin août, c'est au tour de la mairie de Caen, touchée par un piratage informatique en début de semaine. Une malveillance sur Internet qui inquiète les autorités puisqu'elle est de plus en plus récurrente, Grégoire. Effectivement, si les chiffres de 2022 ne sont pas encore connus, ceux de 2021 sont impressionnants, Clara. Et pour cause, le nombre de cyberattaques rien que sur les établissements de santé a doublé entre 2020 et 2021. Le CERT Santé, l'équipe chargée de répondre aux urgences cyber, a reçu plus de 730 déclarations d'incidents l'année dernière. Du côté des collectivités, ce n'est pas beaucoup mieux. À l'image de la mairie de Caen, on l'a dit en début de semaine, d'autres villes comme Annecy, Marseille ou encore Angers ont déjà été victimes de cyberattaques, des services publics qui semblent être peu à peu des cibles idéales pour les pirates du web, comme l'explique Arnaud Deschavannes, spécialiste en cybersécurité. Ils sont de plus en plus touchés par ces attaques parce qu'ils exposent de plus en plus de choses en ligne. En fait, on a demandé très fortement plus de productivité aux services publics, tout ce qui est transformation numérique, donc d'utiliser les données pour améliorer le service, aller plus vite, et donc ils exposent de plus en plus de choses sur Internet. Pour autant, à côté de ça, ils ont des systèmes qui sont toujours historiques, qui doivent continuer de maintenir. Il y a évidemment un sujet de budget et un sujet d'appréhension et de gestion du risque. Dans des collectivités dont le métier est potentiellement très éloigné de l'informatique, ils ne sont pas forcément pris en compte qu'il y avait un risque. Ils ne se sentaient pas visés particulièrement parce qu'ils ne détiennent pas forcément d'informations stratégiques, financières, de recherche et de développement, ils ne travaillent pas dans la défense. Donc, ils n'ont pas forcément cette culture-là. Donc le fait que la quantité de choses qu'ils exposent en ligne explose, que leur budget informatique d'une part et sécurité d'autre part n'ont pas été forcément revus à la hausse et qu'ils n'aient pas cette culture du risque, pour moi c'est un peu les trois combinaisons qui font que leur surface d'attaque augmente. Alors on peut se poser une question, Grégoire, quel est l'intérêt pour un pirate d'aller attaquer le service informatique d'une collectivité ou d'un établissement de santé ? Eh bien, il est économique, forcément. Une fois en plein contrôle de l'univers numérique d'une mairie ou d'un hôpital, deux solutions vont alors s'offrir aux pirates. Soit ils demandent une rançon, comme c'était le cas fin août dans l'Essonne, soit l'intrus va revendre nos données pour en tirer une forte somme d'argent. Alors, si les données de santé se vendent à prix d'or sur l'Internet clandestin, le dark web, des données beaucoup plus classiques sont en fait également recherchées. Explication de Damien Bancal, expert en cybersécurité. Malheureusement, il y a des acheteurs pour tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on va prendre une base de données de santé. Nous, on retiendra surtout le mot santé. Mais que vont-ils faire de mes radios ? Dans les données qu'ils vont exfiltrer, il y aura peut-être une adresse mail, il y aura donc une adresse de courrier électronique, un numéro de téléphone, une adresse physique. Et tout ça se vend. L'adresse mail, par exemple, ils pourront faire une arnaque à la fraude, par exemple, à l'assurance maladie. Le numéro de téléphone permettra de lancer des attaques, soit téléphoniques en se faisant passer pour le Pôle emploi, ou alors tout simplement envoyer un lien malveillant. Tout ça, malheureusement, il faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, le pirate informatique, la moindre donnée, il sait comment l'utiliser, mais surtout il sait comment la vendre, parce qu'il y a des acheteurs pour tout. Et du côté des services publics, on ne se laisse pas faire. Oui, vous avez raison de le dire, Clara. On l'a vu au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes. La rançon de 10 millions de dollars exigée fin août, en fait, n'a jamais été payée. Alors, conséquence, les données confidentielles de l'hôpital ont été mises en ligne. Un jeu de chantage auquel n'a pas voulu participer l'établissement de santé du sud de Paris et a raison, selon les spécialistes en cybercriminalité. Arnaud Deschavannes recommande désormais aux services publics de suivre tout simplement les recommandations gouvernementales. Il y a eu une annonce du ministère qui a dit pour les hôpitaux publics en disant si vous ne consacrez pas 10% des financements publics informatiques à la cybersécurité, on arrête de vous financer les sujets informatiques. Parce que c'est vrai qu'il y avait un manque de considération, parce que c'était vu comme un sujet assurantiel en disant on paye quelque chose, mais finalement on n'est pas trop sûr que ça arrivera, etc. Je pense qu'il y a un changement de paradigme maintenant en disant on se rend compte de ce que ça coûte quand on subit une vraie attaque, et finalement je vais presque dire le prix de la rançon. C'est un peu l'épaisseur du trait. Quand il faut reconstruire déjà le coût d'interruption du service, le coût de reconstruction, parce qu'il faut tout reconstruire, c'est beaucoup plus cher que le prix de la rançon. Alors comment se traduit concrètement une cyberattaque et comment sait-on que l'on est attaqué lorsque l'on est attaqué ? Eh bien on a posé la question à Damien Bancal et la réponse est aussi claire qu'inquiétante. Vous êtes devant votre machine et dans le meilleur des cas, vous avez un énorme compte à rebours qui apparaît dans votre écran et qui vous dit maintenant vous n'avez plus usufruit de l'intégralité de vos fichiers et de vos serveurs, payez-nous. Après, vous êtes aussi devant votre machine et vous vous rendez compte que le fichier avec des photos, des sons, etc., ils sont devenus complètement illisibles. Et vous avez un petit message, un petit texte qui vous dit « Bonjour, vous allez bien ?
on vient de vous prendre en otage, contactez-nous, il faut nous payer maintenant. Donc là, c'est la première phase aussi de ce genre de malveillance. Et le problème, c'est que ces pirates, j'ai inventé un terme il y a quelques années qui est le marketing de la malveillance. En plus, maintenant, ils communiquent. Ils ont des services après-vente, ils ont des communicants, ils font des logos, ils font des sites web et ils font des blogs sur lesquels ils disent voilà, on a piraté telle entreprise, eh bien on vous explique qu'on les a infiltrés et maintenant il va falloir qu'ils nous payent parce que sinon on diffuse tout et malheureusement c'est ce qui a pu se passer dans beaucoup de cas. Alors pour faire face à cette diffusion de données personnelles, la police du web existe. Et en France, on est objectivement plutôt bien loti selon les spécialistes. La Gendarmerie nationale a son propre service, le Centre d'action contre les criminalités numériques, le C3N. Il y a également l'OCL-CTIC, une sous-direction qui lutte contre la cybercriminalité. Bref, autant de services qui sensibilisent, veillent et luttent contre la cybercriminalité selon Damien Bancal. Ils essayent de remonter au délit, au crime, de manière à d'abord le faire cesser et puis tenter de retrouver les personnes. Là, c'est un travail d'investigation numérique. Il y a l'aspect investigation humaine, parce qu'elle est toujours là, enquête de terrain, et le numérique. Tenter de comprendre par où ils sont passés, comment ils sont passés, et essayer de remonter les traces. Aujourd'hui, le pirate informatique, il navigue sur toutes les mers numériques. Donc il peut être belge comme canadien, il peut être chinois comme il peut être ukrainien. Et on est en face aussi d'un problème de territoire qu'est le numérique, qui est très bien, mais les malveillants ont très vite compris qu'ils pouvaient aussi l'exploiter, et donc on a pas mal de cas de gens qui agissent d'Asie, et encore, faut-il encore pouvoir les remonter, parce que c'est pas parce qu'on a vu que c'était marqué Chine ou Malaisie que la personne ne travaille pas du Brésil ou de la Colombie. Et avant de réprimer les malveillants, il s'agirait pour les victimes, service public ou non, de se protéger selon Damien Bancal. Déjà les bonnes pratiques, c'est clairement s'éduquer, se former, faire des formations, et j'exagère à peine quand je dis que la formation devrait être trimestrielle, parce que le plus gros problème en informatique, c'est la mise à jour de l'humain. Attention aux courriers informatiques et courriers électroniques que vous pouvez recevoir, donc on ne clique pas sur des fichiers, même si ce dernier est marqué envoyé par le docteur Y. C'est aussi faire attention à ce qu'on laisse comme mot de passe, c'est ne pas utiliser son mail professionnel à des fins personnelles. C'est de l'hygiène numérique, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui le dit, hygiène numérique. On a réappris aux gens à se laver les mains et à se moucher correctement avec la Covid. Avec l'informatique, c'est tous les jours qu'il faut apprendre aussi à se moucher correctement et à se laver les mains numériquement parlant. Virus informatique ou virus sanitaire, bref, l'épidémie de cybermalveillance se développe en France et surtout dans les établissements de santé. Les bons conseils en matière de numérique. Merci beaucoup Grégoire Gindre pour le dossier de la rédaction à retrouver bien sûr sur notre site internet rcf.fr.